que je suis ici et comment je suis arrivée ici. Je pensais que c'était important de présenter un petit peu mon parcours qui m'a fait avoir cet intérêt envers l'évaluation de la recherche. Donc, euh, donc, euh, donc, quand j'ai commencé ma carrière comme chercheuse, mon ambition, c'était vraiment de devenir chercheuse en neurosciences cognitives. Ça, on parle de 2012. Je faisais ma maîtrise au Québec à l'époque. Je voulais vraiment devenir chercheur et j'ai appris toutes les techniques pour avoir une carrière qui fonctionne dans le monde de la recherche. Donc, j'ai appris, par exemple, de me faire des connexions, d'avoir de la visibilité dans les médias, mais j'ai surtout appris que la chose la plus importante, c'était de publier le plus possible et le plus souvent possible. Puis, à ce moment-là, je me suis vraiment questionnée, est-ce que c'est vraiment ça que ça veut dire d'être un chercheur? Et est-ce que je veux vraiment être un chercheur si c'est ça que ça implique? Et donc, je me suis un petit peu frustrée et j'ai un peu perdu mon ambition, mais j'ai créé une nouvelle ambition qui était de devenir chercheur en recherche de la recherche. Au départ, j'ai étudié l'intégrité de la recherche. C'est ce qui m'intéressait. J'étais intéressée à la fraude, à la méconduite en recherche, parce que j'avais lu des documents, des articles scientifiques qui disaient que c'est un problème qui est quand même beaucoup plus proéminent que ce qu'on s'imagine. Puis à l'époque, euh, mon intérêt, c'était vraiment de savoir c'est quoi qui cause ces méconduites en recherche. Euh, la théorie dominante de l'époque, c'était qu'il y a des personnalités, des problèmes de personnalité vers les chercheurs. Il y a beaucoup de narcissisme. Il y a des chercheurs qui falsifient les données pour se créer un statut, etc. Mais en fait, au cours de mes recherches, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est vraiment l'environnement autour des chercheurs qui a une influence. Donc, les pressions, les compétitions, les attentes, les incitatifs de recherche et aussi l'insécurité dans les environnements de recherche. Puis, à partir de ça, ça m'a intéressé à comprendre comment les chercheurs sont évalués, comment ils sont récompensés. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler dans l'intégrité et l'évaluation de la recherche. Maintenant, avant que je commence vraiment à aller dans le sujet, je veux juste faire un petit mot d'excuse parce que je n'ai pas travaillé en français depuis 2008. Et donc, je perds mes mots, je détruis la langue et je ne veux pas que ça soit associé au fait que je sois québécoise. Les Québécois savent parler français, mais j'ai un petit problème. Et donc, c'est ça. Je fais juste un petit mot d'excuse, ça peut que je cherche mes mots un petit peu plus longtemps. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans cette présentation? Premièrement, je vais parler des enjeux actuels de l'évaluation de la recherche. Donc, je vais utiliser des projets dans lesquels j'ai été impliquée. Je vais parler des projets de mon doctorat. Ça ne montre pas le problème au complet parce que c'est vraiment des petits projets, mais toutes les images de ma discussion, vous pouvez cliquer sur toutes les images des diapos et vous allez avoir des liens externes. Donc, si vous êtes intéressé au sujet, il y a toute une ressource. Je vais partager mes diapos après la présentation et vous pourrez aller regarder un peu plus loin. Après avoir parlé des enjeux, je vais parler de plusieurs initiatives qui offrent de l'espoir pour un futur un peu meilleur. Alors, on va commencer. Dans mes projets de recherche, une des premières choses que j'ai demandé aux chercheurs, aux gens que j'abordais, c'est qu'est-ce que le succès en sciences? Pour découvrir ce qu'est le succès en sciences, j'ai fait une série d'entretiens, des interviews et des discussions de groupe avec des chercheurs et d'autres acteurs dans le domaine de la science biomédicale en Belgique. J'ai évidemment inclus des chercheurs, des chercheurs de plusieurs niveaux de la hiérarchie, mais j'ai aussi inclus des gens tout autour du système de recherche, donc des éditeurs scientifiques, les techniciens de laboratoire, etc., qui ont aussi leur mot à dire dans ce qu'est le succès en recherche. Par rapport à ça, ce que j'ai trouvé, une des choses qui revenait le plus souvent, c'est que quand je demande aux gens qu'est-ce que c'est le succès en recherche, il y a du succès pour la recherche et il y a du succès pour la carrière. Et ces deux choses-là sont différentes. La plupart du temps, les gens vont dire que pour la recherche, pour avoir une recherche
qui fonctionne, ça prend la qualité, ça prend l'ouverture, ça prend l'innovation, l'honnêteté, même la modestie parfois. Donc, il faut vraiment que ce soit très ouvert. Alors que le succès pour la carrière, c'est complètement différent. C'est vraiment axé sur la quantité, c'est axé sur les découvertes exceptionnelles, les résultats sensationnels, des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et donc, il y a vraiment un problème entre ces deux niveaux-là. J'ai trouvé les mêmes résultats dans un questionnaire que j'ai fait avec des chercheurs aussi en Belgique. Donc, ça, ici, c'était seulement avec des chercheurs. Et pendant ce questionnaire-là, je leur ai présenté 18 éléments qui pourraient avoir un impact sur le succès en recherche. Puis pour chacun de ces éléments, par exemple, publier des papiers avec un haut facteur d'impact, Journal Impact Factor. Pour chacun de ces éléments-là, je leur demandais comment est-ce que cet élément-là est important pour avancer ta carrière, pour avancer la science ou pour ta satisfaction personnelle. Ce que j'ai trouvé, pas très surprenant, c'est qu'il y a des éléments qui sont vraiment importants pour avancer la science, mais ils ne sont pas nécessairement importants pour avancer la carrière. Et il y a des éléments qui sont plus importants pour avancer ta carrière que pour avancer la science. Je ne vais pas faire le tour au complet parce que je ne veux pas vous tenir ici pendant toute la journée, mais juste pour vous mentionner, ce qui était important pour avancer la science et pas pour la carrière, c'était beaucoup relié à l'ouverture, à la transparence, à la qualité et à l'innovation. Ce qui est relié à l'avancement des carrières et pas à l'avancement des sciences, c'était beaucoup relié à la chance, ce qui est un sujet assez intéressant, le prestige, le statut et la compétition. Donc, ça m'emmène au premier enjeu que je voulais aborder avec vous, qui est de dire que les indicateurs utilisés pour évaluer les chercheurs ne capturent pas bien la qualité de la recherche ni l'avancement des connaissances. Bon, ensuite, c'est pas le seul enjeu qu'on a, parce que quand on est chercheur, on dit souvent que les chercheurs ont 10 000 chapeaux. On a besoin de faire une multitude de pratiques et d'aptitudes. Donc, au cours de notre carrière, au cours de chaque projet, on va avoir plusieurs tâches, plusieurs choses à faire qui demandent des aptitudes différentes. Et au cours de ces tâches-là, on va avoir différents produits de recherche et différentes procédures de recherche. Le seul problème, c'est que dans l'évaluation de la recherche, et ça, c'est ce que Michael a déjà mentionné, les seules choses qui sont vraiment regardées, c'est le produit final. Donc, les publications, les brevets, si c'est le cas, et aussi un petit peu l'obtention de financement. Mais le gros focus est vraiment sur la publication de la recherche. Puis quand on parle de publication de la recherche, est-ce que les gens lisent vraiment le contenu des papiers? Pas vraiment. Très, très, très rarement. Est-ce qu'ils regardent plutôt les indicateurs bibliométriques qui sont associés au papier? Parfois, mais surtout par le index H. Donc, c'est quand même, on va prendre un numéro plus facile que les indicateurs de chaque papier. Et surtout, ce qui arrive, c'est qu'ils vont regarder les indicateurs du journal où le papier a été publié. Donc, on a vraiment un problème parce qu'on sait que le facteur d'impact des journaux n'est pas représentatif des citations des articles individuels. Il y a plusieurs autres problèmes. On peut en discuter après. Mais donc, on a quand même un problème là-dessus. Ça mène au deuxième enjeu, que les pratiques actuelles de l'évaluation de la recherche ne considèrent presque qu'exclusivement les produits finaux, ignorant comment la recherche est conduite et souvent même son contenu. Là, je vous ramène à mon questionnaire de tout à l'heure parce que je vous ai mentionné que j'ai aussi demandé à propos de la satisfaction personnelle des gens. Donc, je leur ai demandé pour chacun de ces éléments, comment est-ce que c'est important pour ta satisfaction personnelle? Puis là, je vais vous montrer, ça, c'est les mêmes données, mais vues différemment. Puis, les éléments ici qui étaient vraiment négatifs, néfastes pour leur carrière, mais qui étaient vraiment importants pour la science, quand on regarde sur la satisfaction personnelle, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont aussi assez négatifs. Donc, par exemple, il y a des gens qui disent, ben moi, j'aime parler de mes échecs, j'aime parler de mes résultats négatifs, mais je trouve ça difficile parce que je suis dans une carrière précaire en ce moment, donc ça peut jouer sur ma carrière. Il y a quelqu'un d'autre qui parlait, par exemple, du peer review, de l'évaluation par les pairs, qui disait, moi, j'adore faire le peer review,
mais il faut que je le fasse dans mon temps libre. Il n'y a pas de directive, il n'y a pas d'enseignement sur comment le faire, donc c'est pas bon pour ma satisfaction personnelle. Donc, ça m'amène au troisième enjeu que je voulais soulever, qui est le fait que les pratiques d'évaluation influencent ce qui compte pour les chercheurs. Et donc, ils façonnent ce qu'ils considèrent satisfaisant et par le fait même, leurs pratiques et les cultures de la recherche. On a aussi un problème par rapport au modèle des carrières. Puis là, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne en Belgique, où j'ai fait ma recherche. C'est très semblable en Angleterre, c'est très semblable aux États-Unis. OK. OK. Donc, dans les carrières de recherche, il y a plusieurs étudiants qui vont commencer leur doctorat, mais au bout du compte, environ 1 sur 10 seulement va finir en recherche. Et donc, ce qui arrive, c'est que ça crée une hyper-compétition entre les jeunes chercheurs. Cette hyper-compétition-là crée des enjeux, des problèmes de santé mentale, des problèmes de stress. Je vous mets plusieurs liens ici pour ceux qui sont intéressés à en connaître plus là-dessus. Puis, dans mes entrevues, j'ai vraiment capturé ça parce que j'ai interviewé des chercheurs qui ont changé de carrière. Puis souvent, ils m'ont dit qu'ils avaient perçu la recherche comme un environnement hostile, un endroit où tout le monde était en compétition l'un contre l'autre. Mais ce qui est plus dramatique là-dedans, c'est que cette pression et cette insécurité justifient les mauvaises pratiques de recherche. Donc, les gens disent, ouais, OK, je sais que c'est mal de faire du salami slicing, de publier plusieurs articles alors que j'en ai seulement, je devrais en faire seulement un, mais si je ne fais pas ça, je vais perdre mon emploi. Sinon, je vais être mise en dehors de la carrière de la recherche. Donc, ça m'amène, ouais, et donc, ça, ajouté avec les indicateurs limitatifs, ça fait en sorte qu'il y a vraiment peu de diversité dans le domaine de la recherche. Puis je vais mettre juste une parenthèse ici. On parle souvent de big science quand on parle de la science. Okay? On dit la science, c'est quelque chose qui est très axé sur l'équipe. On doit avoir des grandes équipes, big team science. On doit tous travailler ensemble. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que quand on évalue les chercheurs, avec le modèle d'évaluation qu'on a en ce moment, c'est comme si on avait une équipe de football, puis on prenait seulement des défenseurs ou seulement des gardiens de but, par exemple. Donc, on a cette diversité qui est complètement manquante dans le modèle de carrière actuel de la recherche. Et ça m'amène à mon quatrième problème que je voulais soulever, qui est que les modèles des carrières actuelles, mis de pair avec les indicateurs de succès limitatifs, accentuent le problème, occasionnant une hypercompétition, une insécurité, un manque de diversité et justifiant les mauvaises pratiques. Maintenant, le dernier problème que je voulais soulever, c'est par rapport à la responsabilité. Donc, dans mes entrevues, dans mes entretiens, j'ai aussi demandé aux gens qui est responsable de régler le problème, puis qui est responsable du problème. En tant que chercheur, moi, je m'attendais à ce qu'on pointe du doigt, par exemple, les doyens de recherche, les rédacteurs scientifiques, les agences de financement. Et j'ai entendu ça, mais j'ai aussi entendu quelque chose de tout le monde pointe à tout le monde, parce que, évidemment, c'est un problème qui est systématique. C'est un problème qui est grand, qui est systématique, et on ne peut pas juste changer les pratiques d'une personne. Il va falloir travailler ensemble là-dessus. Donc, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'interdépendance dans l'évaluation de la recherche. On ne peut pas juste changer une chose et espérer que tout aille pour le mieux. Et il y a aussi une peur d'avoir un désavantage du pionnier. Donc, au départ, quand il y avait des discussions, OK, il faut qu'on change l'évaluation de la recherche, il y a beaucoup d'institutions qui disaient, oui, mais ce ne sera pas nous en premier parce que si on le fait, ben là, nos chercheurs, ils sont plus compétitifs à l'extérieur. Donc, il y a toujours cette peur-là qui s'accumulait. Et donc, ça m'amène à mon dernier enjeu, qui est que le problème est systématique, nécessitant l'effort coordonné de plusieurs secteurs pour être résolu. Voici les enjeux. Maintenant, avec ça, est-ce que c'est sans espoir? Donc, je pense que je vous ai fait un portrait assez négatif. Est-ce que c'est sans espoir? Est-ce qu'on peut s'en sortir?
En réalité, non, ce n'est pas sans espoir. Et on est même au cœur du changement. Je mets toujours une présentation comme ça. Ça, tout est cliquable. Donc, vous pouvez cliquer sur chacune des images, aller voir les ressources qui sont là-dedans. Mais j'aurais pu faire cette diapo-là au moins 10 fois avec tout ce qui est en train d'arriver maintenant sur l'évaluation de la recherche. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'innovations et d'initiatives. Je voulais vous en pointer quelques-unes. Je dois avoir environ 5 minutes restantes, donc je vais être assez rapide. Puis vous pouvez venir en parler plus tard, si vous voulez des détails. Donc, la première chose, c'est qu'il faut changer les contenus de ce qu'on regarde avec les chercheurs. Il faut changer d'abord, et je pense que tout le monde est au courant de ça, tout le monde doit connaître Dora. Il faut changer les indices bibliométriques, ou du moins les utiliser d'une manière responsable. Ça, c'est un des premiers points qui est vraiment ressorti de la réforme de la recherche. Mais ce n'est pas le seul. En addition de ça, il faut aussi avoir un moyen de regarder au-delà des produits de recherche, d'arriver à voir comment la recherche a été faite, d'arriver à avoir de la diversité, à avoir des choses qu'on n'aurait pas nécessairement pensé évaluer, mais que les chercheurs valorisent pour continuer à évoluer l'évaluation de la recherche avec les chercheurs eux-mêmes. Ici, j'ai mis un CV narratif. Les CV narratifs, c'est une manière de permettre aux chercheurs d'écrire un petit peu ce qui a de la valeur pour eux-mêmes. Et donc, au lieu d'être limité à une série de carrières, de produits de recherche, c'est vraiment narratif et ils peuvent expliquer les choses qu'ils ont fait et qu'ils considèrent qui sont importantes. Une autre chose qui arrive, qui est en train d'arriver par rapport au contenu, c'est de considérer la diversité dans les carrières, mais comme un atout pour la recherche. Donc, d'avoir un point qui demande aux chercheurs d'expliquer comment ils promouvoient la diversité dans leur carrière, ou encore de leur permettre de choisir un profil spécifique pour ne pas avoir seulement un chercheur, un modèle de chercheur, mais pour permettre aux chercheurs de dire, OK, moi, je veux me spécifier en éducation ou en leadership ou en impact. Puis par rapport à ça, je vais décider des indices, des indicateurs qui sont plus adaptés pour ça. Et finalement, un autre point qui arrive sur le contenu, c'est aussi d'élargir la perception de l'impact. On s'est rendu compte au cours des dernières années qu'il y a vraiment peu de perception de l'impact en recherche. On le considère très peu. Et donc, ça devient un point qui est très important, surtout avec le nombre d'universités qui deviennent des universités civiques, qui veulent avoir un impact sur le monde et les grandes problématiques du monde qui s'accentuent. Donc, l'impact devient plus important dans les contenus. Au-delà des contenus, il y a aussi les procédures de recherche. Comment est-ce qu'on fait les procédures d'évaluation de la recherche? Comment est-ce qu'on évalue les chercheurs? Là-dedans, là, je vous mets ici un lien vers Scope. Je ne vais pas passer au complet, mais il y a des gens qui disent qu'il faut repenser vraiment comment on évalue les chercheurs et pourquoi on évalue. On ne se questionne pas toujours pourquoi est-ce qu'on évalue, mais c'est une question qui est très importante puis qui est importante à reconsidérer profondément. Il faut aussi repenser comment on définit les mots qu'on utilise pour évaluer les chercheurs. C'est quoi l'excellence? C'est quoi l'impact? C'est quoi quelque chose qui est innovatif? Est-ce qu'on a des définitions précises pour ça ou c'est juste laissé à l'interprétation des évaluateurs? C'est aussi très important de former les évaluateurs. En ce moment, ce qui arrive très souvent, c'est que tes chercheurs, pendant plusieurs années, un jour, ton doyen ou tes supérieurs vont venir te dire « Ah, écoute, il faut que tu m'aides à évaluer un candidat pour le département. Tiens, c'est ça les CV, on se rencontre demain. » Il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de formation, et donc les gens sont un peu laissés à eux-mêmes. Ça prend vraiment plus de formation, surtout si on veut changer l'évaluation, pour enseigner aux gens pourquoi on la change et comment ça devrait fonctionner. Et finalement, il faut diversifier les évaluateurs. Puis je pense que vous avez sûrement tous déjà entendu, oui, ça prend des femmes dans le comité, ça prend une diversité de pays ou des choses comme ça. Mais de plus en plus, ce qui arrive, c'est que les gens demandent à des supervisés, par exemple, de faire partie des comités ou d'envoyer des lettres de recommandation pour qu'on ait vraiment la perception tout autour de la recherche.
Au-delà des procédures, il y a aussi l'environnement de recherche. Il faut changer, par exemple, la précarité scientifique. Si on ne change pas la précarité scientifique, les gens vont toujours se dire, oui, mais si je fais ça, si je ne fais pas cette méthode-là, ben, je vais perdre mon emploi et donc ça justifie n'importe quoi. Il faut aussi favoriser la mobilité intersectorielle parce qu'en ce moment, c'est un des gros problèmes de la précarité scientifique. Beaucoup des doctorats sont axés sur la création d'un chercheur, alors qu'il devrait avoir un élargissement dans ce qu'un doctorat peut permettre de faire. Il faut créer des environnements de recherche plus sains et investir financièrement pour créer des environnements de recherche plus sains. Et il faut aussi repenser les autres niveaux d'évaluation, comme les University Rankings, parce que, veut pas, quand une université planifie et stratégise par rapport à ces niveaux d'évaluation-là, ça finit par être répercuté sur les chercheurs. Puis je voulais juste mettre un exemple français que j'ai vu il y a quelques semaines de l'Université de Sorbonne qui a décidé de quitter les classements internationaux. Puis je pense qu'avec Coara, il y a beaucoup d'influence pour ça. Mais je pense que c'est ça, c'est un mouvement qui est en train d'arriver. Finalement, le dernier point, c'est la coordination. Parce que là, évidemment, on touche les contenus, on touche les procédures, les environnements, mais il faut coordonner tout ça. Dora a vraiment aidé là-dedans. Il y a des milliers d'individus et d'organisations qui sont devenus membres de Dora. Il y a aussi des organisations internationales qui ont vraiment joué là-dessus. Et puis, il y a Coara. Donc, Coara, ça a commencé avec l'accord sur la réforme de l'évaluation de la recherche, qui a été mis sur pied avec des grosses institutions européennes. Et Coara est ensuite né de ça. Je ne vais pas en parler beaucoup parce que vous allez avoir tous les détails dans la prochaine présentation. Mais c'est juste pour dire que Coara, son but, c'était vraiment de bouger de l'accord, de la discussion à l'action. Et là-dessus, ça a vraiment fait du mouvement. Et donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver, mais le dernier point que je voudrais soulever, c'est qu'il y a aussi un problème de la culture de la recherche. Et sur ce point-là, nous, en tant que chercheurs, on a aussi un rôle à jouer. Tout le monde, tous les membres de la communauté peuvent jouer dans l'évaluation de la recherche et pour promouvoir une meilleure évaluation de la recherche. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On est aussi les victimes, mais on a des points qu'on peut soulever. Donc, premièrement, nous allons très souvent finir par être les évaluateurs. Et ça, on ne le considère pas toujours, mais ça va quand même reposer sur nous. Si on fait savoir qu'on n'est pas content avec la manière dont les évaluations sont faites, ça va avoir plus d'impact sur le futur. On peut aussi décider comment on se promouvoit. Dans notre biographie, quand on fait une présentation, est-ce qu'on écrit Noémie a publié 856 articles scientifiques. Est-ce que je commence ma biographie comme ça ou est-ce que je présente mon profil d'une autre manière? Donc, on a quand même un rôle à jouer là-dessus. Et ensemble, on est donc capable de façonner comment on définit le succès. Et là-dessus, je vais terminer. Je crois que je suis... OK, super. Donc, c'est tout. Merci, je suis contente de prendre des questions. Merci beaucoup, Noémie. J'espère que vous avez des questions. Elle a fait le voyage depuis l'Angleterre rien que pour vous. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, merci beaucoup pour cette excellente présentation, c'était très instructif. Dans les panels de questionnaires que vous envoyez, vous essayez de toucher tout type de discipline ou vous aviez accès qu'à certains types de disciplines dans votre panel? Non, en fait, mon doctorat était axé sur la science biomédicale. Donc, j'ai vraiment centré là-dessus. J'ai presque aucune donnée sur, par exemple, Humanities. Puis, ça manque beaucoup dans le domaine de l'évaluation de la recherche à comprendre comment ces autres disciplines-là interprètent les problèmes et aussi comment ils interprètent les outils qui sont offerts pour améliorer l'évaluation parce qu'ils ne sont pas vraiment inclus dans la création de ces outils-là. Mais c'est ça, non, c'était... Du coup, il y a moins de littérature sur les autres types de... Surtout sur Humanities, Arts and Social Sciences. Puis on sait que les produits de leur recherche sont quand même très différents. Mais par exemple, comme
je vais vous donner un exemple concret. En ce moment, je suis en train de faire un projet sur les narrative CVs. Puis ce qu'on découvre, c'est que alors qu'on croyait que les narrative CVs, les CV narratifs, seraient bienvenus dans les domaines comme humanities, comment on dit ça en français? Sciences sociales. Humanities. Sciences sociales. OK. On croyait que ça serait bienvenu. Ce qu'on entend, c'est que souvent, ils considèrent que les terminologies des questions dans ces CV-là sont pas appropriées pour eux. Et donc, il faut vraiment les inclure dès le départ. Il faut essayer d'avoir plus de données par rapport à ces disciplines-là. Mais oui, c'est une bonne question parce que moi, c'était vraiment biomédical. Parce qu'en plus, en biomédical, j'imagine qu'il y a une bonne partie des chercheuses et chercheurs qui ont un travail qui est lié à la médecine à côté ou à la pharmacie, et du coup, ça peut aussi changer leur perception de la recherche. Ouais, ouais, c'est vrai aussi. Il y a un des exemples que j'ai montré où j'ai décrit que il y a des universités aux Pays-Bas, par exemple, qui laissent aux chercheurs le droit de s'orienter soit en impact, soit en leadership, soit en éducation, quelque chose comme ça. Mais il y a aussi un niveau clinique où les chercheurs peuvent décider oui, c'est ça, d'avoir plus d'influence dans la clinique qu'en recherche. Dans mes entrevues, dans mes communiqués, c'était vraiment des chercheurs à temps plein. Donc, j'avais pas de chercheurs cliniciens, mais c'est vrai, ça peut jouer. Merci. Peut-être une seconde question, oui. Bonjour, ça marche? Oui. Sylvie Rousset, responsable de la science ouverte au CNRS. Euh, donc, vous avez fait un très beau panorama, merci, et il y a beaucoup de choses à changer, il y a beaucoup de choses qui changent. Et je me demandais si vous avez réfléchi à comment on pourra évaluer le succès de ces changements. Et est-ce que vous envisagez, par exemple, de faire une enquête auprès des évaluateurs eux-mêmes, de façon à voir si les pratiques changent? Oui, merci, c'est une bonne question. En ce moment, il y a une panoplie de recherches qui sont en train de se créer. On en fait quelques-unes, comme j'ai mentionné le Narrative CVs. On est en train de faire une recherche pour essayer de comprendre toute la recherche qui a été faite autour de ça et qu'est-ce qui en est ressorti. Et on a même trouvé, par exemple, que il y a des gens qui disent qu'il y a trop de recherches. Il faut juste appliquer plus. Il n'y avait pas de recherche sur les CV traditionnels. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait toute cette recherche? C'est qu'on investit autant maintenant pour comprendre si ça fait vraiment un changement. Je ne suis pas de cet avis-là. Moi, je pense qu'il faut vraiment de la recherche. Il faut des evidence, des, OK. Et il faut vraiment, c'est ça, il faut documenter les succès aussi pour comprendre quels sont les problèmes qui vont être réglés dans le futur. Parce que je pense pas qu'on va changer quelque chose, puis un jour on va se dire, oh oui, c'est parfait, on reste là-dessus. Non, il va toujours falloir continuer à évoluer. Euh, et il y a une poussée là-dessus. Il y a le Research on Research Institute, par exemple, en Angleterre, qui a mis une partie de son financement sur l'évaluation de la recherche. Et il y a aussi je fais partie, par exemple, du working group de Coara sur Experimenting with Research Assessment. Donc, faire des expérimentations sur les évaluations de recherche pour essayer de pousser les chercheurs à investir dans ces domaines-là pour faire des données, pour démontrer si ça fonctionne ou pas. Euh, mais c'est tout en train de se développer. Je peux pas dire que... Ouais. Bonjour Pascal. Pascal Bouton de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Moi, j'ai beaucoup apprécié que vous terminiez sur les questions de culture. Est-ce que dans vos recherches, vous avez identifié des différences générationnelles sur ces aspects-là et lesquelles? Oui, ben ça, oui, beaucoup. Ce que j'ai bien découvert dans mes recherches, surtout dans les entrevues que j'ai faites avec, j'avais des jeunes chercheurs, j'avais des chercheurs plus âgés. Ce que je voyais beaucoup, c'est que les jeunes chercheurs commencent en sciences. Bon, là, on parle quand même, une petite population de recherche, mais ceux avec qui j'ai interagi, ils commencent en sciences en se disant, moi, je vais changer le monde. Moi, je vais avoir un impact, je vais aider les gens, je vais aider la population. Puis une fois qu'ils commencent à travailler, ils se disent, mais oui, mais pourquoi je passe tout mon temps à faire autre chose? Puis finalement, quand j'ai fini, puis que je pourrais implémenter
mes données, je pourrais les ouvrir, je pourrais les partager. Mon superviseur m'a dit non, 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 c'est plus important, là, on commence un autre projet. Ouais. Donc, ça, je trouvais que c'était quand même, c'est très générationnel. C'est peut-être parce qu'on apprend que ça prend beaucoup plus que 2 ans à changer le monde, mais c'est aussi, je pense qu'il y a, ouais, il y a comme des patterns qui sont appris quand on est chercheur, de c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça on finit par avoir une carrière, puis on continue dans cette roue-là. Donc, pour ça, je suis une grande supporteur d'avoir des jeunes chercheurs dans le plus de comités possible. Même, je dirais même dans des comités de financement pour diriger où le financement devrait aller. Je pense que ce serait bien d'avoir des jeunes chercheurs là-dedans pour changer les perceptions. Parce que oui, il y a vraiment des grosses différences générationnelles. Ce que j'ai pas vu, par contre, c'est des gens qui disent qu'ils n'ont pas de désir de changement. Tout le monde avait un désir de changement, mais c'est ça, il y a des gens qui ont plus d'espoir, je dirais. Ouais. Merci beaucoup. Alors, le temps nous manque un peu, nous allons devoir passer à la suite, je suis désolé. C'est bon. Merci beaucoup, Noémie.